Voyage éclair d'à peine 7 heures pour parler essentiellement d'économie avec la gouverneure générale du Canada, chef d'État en titre. Le Canada est le premier partenaire commercial des États-Unis. En Israël, le leader du Likoud, Benjamin Netanyahou, a fait un pas décisif vers le pouvoir. Après 10 jours de suspense, il a finalement obtenu le soutien de l'ultranationaliste Lieberman. Le président israélien, Shimon Peres, doit prendre sa décision demain lors d'ultimes consultations. En Russie, le mystère reste entier sur les motifs et l'identité des meurtriers de la journaliste Anna Politkovskaya, connue pour ses enquêtes dérangeantes sur la guerre en Tchétchénie. Après 3 mois de procès, les jurés viennent d'acquitter les 4 complices présumés. Pour la famille de la victime, cette décision est le résultat d'une enquête bâclée. Serge Kovacs, Alex Gohary. À Moscou, le verdict du tribunal militaire n'a surpris personne. Ni la famille d'Anna Politkovskaya, ni les 4 accusés soupçonnés d'avoir participé au meurtre de la journaliste. Les 4 hommes, 2 frères tchétchènes, un ancien policier et un ex-agent du FSB, les services secrets russes, ont été acquittés faute de preuves. Ils ont été immédiatement remis en liberté. Les proches d'Anna Politkovskaya réclament justice. Le résultat, c'est un verdict de non-culpabilité pour tous ceux que le procureur général avait mis en accusation. Alors nous demandons, nous voulons savoir qui sont les véritables assassins, les vrais tueurs. Voilà plus de 2 ans maintenant qu'Anna Politkovskaya a été assassinée. La célèbre journaliste russe a été tuée par balle juste en bas de chez elle. Le tireur présumé, Roustam Makhmoudov, n'a jamais été arrêté, les commanditaires non plus. Les 4 hommes accusés de complicité ont donc été blanchis. Mais le mystère reste entier. Seule certitude, Anna Politkovskaya, 48 ans, était un symbole du combat pour la liberté d'expression, une des rares à oser dénoncer les atrocités de l'armée russe en Tchétchénie. Demain, d'autres personnes, d'autres assassins potentiels qui auront envie de s'en prendre à un journaliste vont se dire, si même les assassins d'Anna Politkovskaya, avec la pression qu'il y a eu à l'étranger, dans le monde entier, ne sont pas jugés, ne sont pas sanctionnés, ça veut dire qu'on peut passer à l'acte nous aussi. Le parquet de Moscou a fait appel devant la Cour suprême. Il estime que le procès et l'enquête ont été totalement bâclés. Nouvel épisode dans le procès en appel d'Ivan Colonna. La Cour d'assises spéciale de Paris a décidé de suspendre le procès jusqu'à lundi pour mener un complément d'information. C'était une demande de la défense qui voulait vérifier les dires de Didier Vinolas. Ce haut fonctionnaire avait insinué que 2 membres du commando Erignac étaient toujours en liberté. Du côté de la partie civile et de la défense, on parle de demi-mesure. Nous l'avons sollicité, nous l'avons obtenu. Maintenant, celui-ci, on vous l'a dit, il est à minima. Donc nous allons être très vigilants, bien évidemment, sur la manière dont les vérifications vont être faites. Et bien évidemment, nous n'avons pas dit notre dernier mot sur le manque de loyauté que nous avons pu observer. On ne sait jamais, hein, donc on va attendre que ce personnage exceptionnel soit entendu et que on va le confronter avec d'autres. Ça nous fait 3 jours de perdu, mais c'est pas inintéressant finalement. 3 ans de prison, dont 1 ferme pour le gérant de bar condamné pour avoir incité un client à boire. Ce dernier avait été retrouvé mort le lendemain avec plus de 5 grammes d'alcool par litre de sang. À l'audience, le prévenu avait reconnu sa responsabilité. Il avait promis une tournée générale à ses clients s'ils buvaient des mélanges d'alcool fort. Place tout de suite à l'actualité en région et je vous retrouve juste après. Comme dans le reste de la France, étudiants et chercheurs ont manifesté aujourd'hui à Lyon, une mobilisation qui apparemment n'a pas faibli malgré les vacances, puisque d'après les organisateurs, ils étaient 2000 dans les rues de la métropole régionale pour s'opposer à la réforme de leur statut, seulement 1200 d'après la police. Saint-Jean devient ville morte et on ne veut pas devenir une vallée fantôme. À l'origine de la colère des commerçants de Saint-Jean-Royan, reçus ici en mairie, le nouveau plan de circulation qui détourne les touristes du centre-ville, le reportage de Yaël Marie et Mathieu Boudet. Vitrine blanche pour colère noire. Les commerçants de Saint-Jean-en-Royan se disent dans de beaux draps et le montrent. On met du blanc quand on est en travaux, donc ça c'est le meilleur des cas. Et dans le pire des cas, c'est quand on vend le commerce ou qu'on
qu'on arrête définitivement. Leur point noir, c'est 77 mètres de chaussée en sens unique au cœur de la ville. Expérimenté à l'automne, le nouveau plan de circulation oblige les voitures qui descendent du Vercors à contourner le centre. Conséquence, une fréquentation en berne, même chez le boulanger. On boit du noir, oui, parce qu'on a nos revenus qui ont baissé énormément. Pour ma part, moi, c'est 25%. Donc, on a le droit de manifester quand on baisse de 25% son revenu. La mairie a promis une réunion de travail la semaine prochaine. Pour les commerçants, il y a urgence. Si les touristes ne retrouvent pas rapidement le chemin de la ville, leurs magasins sont en sursis. Des élus qui réclament des sous, ils étaient environ 150 ce matin, venus de la Loire, de l'Allier et de la Nièvre, pour demander à l'État une rallonge de 650 millions d'euros afin de mettre la célébrissime Nationale 7 à 2 fois 2 voies sur 80 km. Pour se faire entendre, ils ont bloqué la circulation pendant 1 heure au nord de Roanne. 8 900 véhicules, dont 2 400 poids lourds, empruntent cet axe tous les jours. Un hôpital dopé par la réforme, longtemps l'avenir de celui de Givors est resté incertain. Finalement, ce sera l'extension avec la construction d'un nouveau bâtiment pour 24 millions d'euros, dont 12 versés par l'Agence régionale de l'hospitalisation. Le reportage Isabelle Fam, Mouloudaïsou. À l'hôpital Montgelat, on n'opère plus depuis décembre 2006, faute de rentabilité. Les opérations se déroulent à Lyon-Sud. Le service de chirurgie de Givors a dû s'adapter à d'autres tâches, un choix douloureux à l'époque. Sur le plan émotionnel, ça a été très dur, parce qu'on est très très attaché à cet établissement. Maintenant, on a tourné la page pour d'autres orientations qui vont être aussi dynamiques et dynamisantes pour l'hôpital, donc c'est très bien. Désormais, ce service accueille la maternité, des consultations pré- et post-opératoires, des moyens et longs séjours pour tous les soins de suite et de réadaptation. Résultat, un budget à l'équilibre, l'hôpital est sauvé, il se modernise, un nouveau bâtiment de 10 000 mètres carrés va bientôt voir le jour. En quelques mois, ce petit centre hospitalier est devenu le pôle santé d'une vingtaine de communes voisines et la reconversion est réussie. Le musée de la Bresse à Saint-Cyr-sur-Menthon vient de réouvrir ses portes après 3 mois de sommeil hivernal. Un musée dont les collections sont ancrées dans le terroir et reste une forme d'hommage à la tradition et au patrimoine bressant. C'est un des 4 musées départementaux du Pays de l'Ain. Ensemble, ils accueillent 75 000 visiteurs par an. Les 3 autres réouvriront au mois d'avril. Un couac dans les relations entre Rive-de-Gier et son célèbre festival de jazz. La ville a décidé de supprimer sa subvention de 70 000 €. Marion Mercier, Romeo Hatchouk. Du jazz et un dialogue de sourds. Mairie de Rive-de-Gier, 2e étage, l'équipe du Rhino Jazz prépare sa 31e édition avec un petit changement au programme. Nous avions Rhino Jazz, Rive-de-Gier, Saint-Étienne Métropole, Lyon. Il suffit d'en enlever un et le titre reste exactement le même et puis le remplacer peut-être par d'autres. Le Rhino ne rougit pas et comptabilise 467 concerts organisés dans sa ville depuis 30 ans. Mairie de Rive-de-Gier, 1er étage. Ici, on fait d'autres additions. Le maire n'a compté que 4 concerts sur sa commune en 2008, mais il ne chasse pas le Rhino, bien au contraire. Aujourd'hui, le partenariat qui est proposé au Festival de Jazz, c'est l'acquisition, comme le font un certain nombre de communes, d'ailleurs pratiquement la quasi-totalité des communes, de spectacles de la manifestation Rhino Jazz Festival. C'est un partenariat différent, dans des relations différentes. Oui, mais rien ne dit que le Rhino voudra vendre son jazz, surtout si entre-temps il est allé brouter sur d'autres prairies. C'est vrai que des villes nous ont fait des propositions et une tout particulièrement. Une chose est sûre, l'édition 2009 aura bien lieu en octobre prochain sur une vingtaine de communes. Et pour clore cette édition, la joie des supporters stéphanois dans un café de Saint-Étienne hier en fin d'après-midi. Ils ont suivi la victoire de leur équipe fétiche qui a fait un grand pas vers la qualification pour les 8e de finale de la Coupe de l'UEFA en s'imposant sur la pelouse de l'Olympiakos par 3-1. Un mot de football avec la fin des 16e de finale de la Coupe de l'UEFA et mauvaise soirée pour l'Olympique de Marseille qui s'incline ce soir 1-0 au stade Vélodrome contre les Néerlandais de Twente. Match retour la semaine prochaine aux Pays-Bas. Plus de foot et plus de sport, bien sûr, dans quelques instants avec Henri Sagnier. Prochain rendez-vous avec l'information. Demain, le 12-13, Stéphane Lippert. Le 19-20, Catherine Matauche. Et le soir 3, Stéphane Ouchiati. Excellente fin de soirée en notre compagnie. Bonsoir. L'écrivain
Sylvain Renucci va-t-il découvrir le secret de Noiret, l'animateur vedette? Masque, la course à la vérité commence. Après tout le sport sur France 3. C'est au pied des Tours de La Rochelle que Thalassa s'installe en direct pour découvrir le littoral des Charentes-Maritimes. Une côte douce et pleine de charme où nous croiserons des passionnés de la nature, des oiseaux, des dunes et des espaces sauvages. Et puis, Thalassa vous propose un reportage bouleversant, racontant l'histoire de ces petits talibés, ces enfants élevés dans de prétendues écoles où ils apprennent les versets du Coran sous le fouet du marabout. Dans le port de Mbour, au Sénégal, ils mendient et font les petits boulots liés à la pêche. Un document poignant et inédit, réalisé par Daniel Grand-Clément. Thalassa sur le sentier du littoral de La Rochelle à Saint-Nazaire, c'est demain à 20h35 sur France 3. Le sport avec le jeu Tous derrière le 15 de France de la Française des Jeux. Bonsoir, merci d'être avec nous comme tous les soirs. Dans l'actualité ce soir, vous l'avez compris, du foot avec la Coupe de l'UEFA. Marseille accueillait Twente au stade Vélodrome. Un véritable défi pour les joueurs de l'OM car l'équipe hollandaise était invaincue depuis 13 matchs en championnat. André Garcia. La faiblesse de la défense marseillaise n'est plus inventée. Mais quand même, ce soir, ce fut énorme. 17e minute, l'ouverture de Pérez pour Arnautovic n'est qu'un aimable avertissement, car l'Autrichien ne semble pas très déterminé. 5 minutes plus tard, il est même maladroit, mais tellement seul sur le centre de Nkufo qu'il est presque obligé d'ouvrir la marque. Et il en rit lui-même. Curieusement, l'OM, timide, emprunté, dominé athlétiquement, joue de la tête. Pas très dangereuse d'abord par Hilton, puis par Niang sur un retourné de Koné. Beaucoup plus ensuite, quant à la demi-heure, Hilton a failli battre Mandanda. Bref, la première période ne fut pas très olympienne. La seconde non plus. Aux absences défensives ont succédé les maladresses offensives. À sa décharge, Koné est bien seul dans la défense hollandaise à la 55e minute. Cela ne rebute pas l'Ivoirien. 62e minute, il effectue encore une percée plein axe dont il a le secret. Seule la conclusion est ratée. Dommage. D'autant qu'à la 79e minute, c'est Twente qui est en passe de marquer. Mais la tête de Nkufo heurte le poteau de Mandanda. Après tout, 1-0, c'est presque un bon résultat vu la performance de Marseille ce soir. Quelques résultats rapidement dans les autres matchs. Les Ukrainiens de Donetsk ont battu Tottenham 2-0 et l'Ajax d'Amsterdam est allé gagner en Italie face à la Fiorentina. Ça, c'est la surprise. 1-0. Dans l'actualité ce soir, il y a aussi l'exploit des Français en biathlon. Le relais mix a décroché la médaille d'or. C'était aujourd'hui au championnat du monde en Corée du Sud. André Garcia, toujours lui. Enfin, à force de passer à côté des médailles, l'équipe de France a gagné la plus belle, la plus collective. L'or du relais mixte, une histoire écrite en 4 temps. Première à s'élancer, Marie-Laure Brunet. Encore junior, elle a su rester au contact des meilleurs. 4e, elle a rendu tout possible. Sylvie Bécart, elle dispute ses derniers mondiaux. Une pioche seulement au tir et des miracles sur la piste. Sa volonté est si forte qu'elle transmet le relais avec une belle avance à Vincent Defrane. Avec métier, talent, le champion olympique a su préserver l'essentiel. Régulier, méthodique, il accélère dans le dernier tour pour offrir la première place à Simon Fourcade, le meilleur Français en Corée. Sûr de lui, offensif au tir, il a affiché son caractère avec les skis. Personne n'a droit de skier plus vite. Il s'impose haut la main pour offrir à la France son premier titre mondial de relais depuis 8 ans. Et tout de suite du basket avec la semaine des As qui a débuté aujourd'hui au Havre. Il y avait 2 matchs au programme. Voici le premier. Dans le premier, l'équipe de Roanne en maillot bleu a battu Gravelines 63-61. Les Roannais peuvent dire merci à monsieur Aaron Harper qui a inscrit 21 points, dont les 3 derniers. Et dans l'autre match, Le Mans a battu le Havre 82-79. La neige en Californie, c'est plus étonnant qu'une arrivée au sprint de Mark Cavendish. Le Britannique s'impose dans la 4e étape du Tour de Californie devant Tom Boonen. L'Américain Levi Leipheimer conserve le maillot jaune de leader.
Affaire Puerto suite, 3 ans après le scandale lié au dopage dans le cyclisme. Une affaire classée à 2 reprises en Espagne.